admiratif de ce qu'ont fait nos grands-parents. Nos grands-parents, ils étaient agriculteurs. Ils ont participé à ce qu'en 1945, on était dépendants des États-Unis, on était dépendants de tout le monde et on ne se nourrissait pas nous-mêmes. En 1972, en une génération, nous avons retrouvé notre souveraineté alimentaire. Le problème, c'est que depuis 1972, nous n'avons plus de cap, nous n'avons plus de vision. On ne sait plus ce que doit faire l'agriculture française. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut la mission exportatrice de l'agriculture française. Ben non, je ne considère pas que l'exportation soit le but de l'agriculture française. S'il y a des surplus, on les exporte. Mais le but premier de l'agriculture française, ça doit être de nourrir les Français et de bien nourrir les Français. Ben pour ça, il faut que nos paysans puissent produire et qu'ils puissent produire. Voilà moi ce que je veux bien défendre. À côté de qui vous allez signer? Tu t'appelles André toujours? Oui. C'est qui là qui a signé dessus? Alors ça vous conviendrait pas. Monsieur Robert Ménard. Oh là 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 là. Signé, il va signer ce Je vais me barrer, mais si je fais ça, je vais me barrer la signature du dessus. En plus, je vous dis, c'est un peu super, vous me dites, on ne sait pas ce que c'est qu'un député. Ils appliquent pas, c'est pas qu'ils appliquent les lois. Ah, ils votent des lois. Voilà, ils votent des lois. Et les prochaines élections, c'est quand pour nous? Pour lui, c'est pas tout de suite. Hein. Pour moi, c'est quand? Au mois de juin, il y a les élections européennes. Quel message êtes-vous venu porter aux agriculteurs qui sont en plein tourment depuis quelques semaines? Ce que je porte, ce que je porte depuis 10 ans, à savoir qu'il faut qu'il y ait un cap qui soit donné à l'agriculture française et qu'on sache si on veut être compétitif avec les fermes usines de Nouvelle-Zélande et du Brésil ou si on veut monter en gamme, le bien-être animal, la sortie des phytos et, ce qui est mon cas, davantage chercher à produire pour le pays, à faire que les Français puissent manger des productions locales et qui soient saines. Voilà, le cap qui doit être donné avec clarté. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On demande aux agriculteurs de faire les deux choses à la fois et c'est pas possible. Jugez-moi en une phrase comment le gouvernement traite cette affaire. Il bidouille, il colmate, il bricole, mais il pose pas la grande question, même si je suis très favorable au prix plancher pour ma part. Merci. Envoyer ça, alors on ne sait pas si c'est la version finale, hein, c'est quelques... On ne sait pas ce qu'ils ont remis, au Conseil d'État. Ouais. Nous, on avait la version de lundi, mardi, et on sait donc qu'ils en ont envoyé une et qu'ils vont rajouter deux mentions différentes, celle sur la pêche et celle sur l'intérêt majeur. Général majeur. Oui, merci. Intérêt public majeur. Mais ouais, je fais le lien avec François. Je pense que moi je m'intéresse à l'agriculture aussi parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour rentrer dans un certain nombre de thèmes. Oui. C'est-à-dire que, en gros, moi je suis pour l'exception au libre-échange généralisé, mais ça marche beaucoup mieux si on y rentre par la porte de l'agriculture, c'est-à-dire par la porte à la fois de l'assiette et des terres que par la porte de l'industrie, pourtant qui a été naturellement la mienne. Et je pense que ce que vous faites là, la bagarre qui est engagée sur la question des prix, et en fait du rapport au marché par les prix planchers, pour moi ça a valeur pour l'agriculture, mais ça a valeur de manière plus générale sur qu'est-ce qu'on veut pour la société. Hein. Et c'est une bonne porte d'entrée pour poser la question des accords de libre-échange d'un côté, avec le Mercosur, et de l'autre côté pour poser la question de la place du marché dans la société. Parce que là c'est la place du marché en agriculture, mais c'est la place du marché dans l'électricité, c'est la place du marché sur le médicament, c'est la place du marché sur le logement. Et je dirais qu'à partir du moment où Macron vient dire prix plancher sur l'agriculture, c'est quand même qu'il est sur le reculoir et que... non, mais voilà, il le dit. Ça peut être aussi un effet d'annonce. Oui, non, mais il le dit. Il le dit, mais déjà, regardez la résistance qu'il y a eu, parce qu'il y a 7 ans, on est dans la même crise quand il prend le pouvoir et qu'on est dans les états généraux de l'alimentation, parce qu'au fond, c'est la même crise qui ressurgit là post-Covid, c'est la même qui ressurgit post-Covid. Et on a perdu 7 ans. Bon, mais bon, pendant 7 ans, il y a eu le refus de parler de régulation, le refus de parler de protection, le refus de parler de prix plancher, le refus de parler de tout ça. Et il a fallu les charger pour qu'ils
ils en arrivent à se dire, bon, en fait, le marché ne marche plus, et peut-être qu'il faut réguler le marché. Je ne pense pas que c'est eux qui vont le faire à l'arrivée. Mais en revanche, que la question soit posée comme ça sur les terrains de l'agriculture, pour moi, ça ouvre une porte pour la poser aussi de la même manière sur... il y a 12 millions de personnes qui sont en précarité sur le logement. Enfin, est-ce qu'on pense que c'est un choc de l'offre avec un marché libéré qui va permettre de résoudre la question du logement? Est-ce que c'est juste de libérer le marché du médicament en permettant les ventes sur Internet qui va faire qu'on va avoir de l'amoxicilline dans nos pharmacies? Est-ce que c'est de laisser l'électricité sur le marché qui va faire que, alors qu'on produit 6 fois moins cher au niveau des centrales nucléaires qu'on ne le vend aux consommateurs, est-ce que c'est le marché qui va travailler? Et donc je pense que la question agricole nous permet de poser la question au fond de la place du marché dans la société, comment on régule, comment on entrave. Dans le libéralisme. Et ça révèle aussi qui sont les vrais défenseurs du libéralisme. Là, on le voit. C'est clair. On l'a vu aussi. On le savait, mais du coup, ça le rend aussi visible. Je pense que c'est extrêmement important de rendre. Je pense que dans le récit, il y a un espace aujourd'hui pour montrer que le combat que l'on mène, il peut redonner du souffle et du sens à une ruralité vivante. Je veux dire, si on veut embarquer les populations, si on veut embarquer le monde rural dans le combat pour une régulation, un État qui protège, etc., il faut embarquer la question de la ruralité avec tout ce que ça comporte. Voilà. Moins d'agriculteurs, c'est moins d'écoles, Oui, je trouve que nous, les là, combats on en effaçons est, les uns, Là, on prenant en le est, dessus sur... On a toujours un projet très ouvert sur la ruralité et bien au-delà d'ailleurs sur la je pense société. Parce que faut le pousser fort. là où on en est aujourd'hui, c'est aussi de pousser un peu loin à l'ensemble des agriculteurs. C'est un peu, c'est pas si souvent qu'on arrive, nous, d'où on est, nous, Confédération Paysanne, à dire des messages droits dans les yeux à l'ensemble des agriculteurs ici présents et des autres, et de pousser ça aussi. Et ça, c'est important dans le contexte dans lequel on est, et aussi de polarisation du monde rural, que nous, on a envie de représenter aussi, de tirer les gens vers ce projet, mais surtout de pouvoir assumer cette représentation d'une autre voix, qui est celle-là, et de pousser loin et d'essayer de parler aux autres aussi. Il y a aussi ça dans ce moment. Une voix de gauche. Et une voix de gauche. Non, mais c'est important. Ça résonne dans les campagnes aussi, qu'on puisse porter des solutions de gauche qui répondent aux problématiques des paysans et des paysannes qui vivent dans les territoires. Parce qu'il y a une porosité aussi avec toute la ruralité. Donc je pense que c'est un levier assez fort quand même, la paysanne. Avec la difficulté qui est, enfin je mesure moi en tout cas, que la réponse immédiate va toujours être une demande plutôt, je le dis comme ça, mais de droite. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. S'il faut s'adapter, il faut baisser les normes. Enfin voilà. Oui, mais voilà, tu vois, c'est la demande la plus immédiate. Si tu dis pas, il faut changer le cadre plus général, c'est-à-dire il faut de la régulation des prix planchers, il faut la sortie du libre-échange, enfin il faut un certain nombre de choses comme ça. Les demandes les plus immédiates vont être des demandes de dumping, quoi, de s'adapter par le bas. On l'a vu, et là il joue au grand écart, parce que finalement il a largement répondu à des demandes de cet acabit-là, et d'un coup, des prix planchers. Après, là, il a vu que ça ne suffisait pas. Après, sur le terrain, il a vu que le bidouillage suffisait plus. Sur le terrain, quand tu dis c'est pas de moins d'État dont on a besoin, mais c'est de mieux d'État, d'un État moins emmerdeur, mais d'un État plus accompagnateur, tu arrives à dépasser cette idée que c'est... Parce que les normes, on en a besoin, et les règles, on en a besoin. Surtout que le cadre mais même avec les agriculteurs de base, tu arrives à les embarquer si tu dis mieux d'État. Les politiques qui s'appliquent à l'agriculture, il est responsable du drame produit aujourd'hui sur le terrain. Bien évidemment. Et les prix planchers, sans les accords de libre-échange, Lactalis, ils ont quand même le moyen de délocaliser leur production, parce qu'ils sont partout dans le monde. Ouais, mais pour nourrir le pays, tu crois? Non, pour nourrir le monde. Mais quelle est la part de leur production qu'aujourd'hui ils exportent Lactalis? Leurs chiffres sont hyper opaques. Ils collectent 12 000 éleveurs. C'est beaucoup, mais c'est pas tous les éleveurs laitiers en France. Ça serait quand même compliqué si Lactalis se barrait. Mais la nature va avoir du vide, voilà, c'est ça. Oui. Un agriculteur, il est tout seul avec Lactalis. Et s'il commence à gueuler, puis on lui dit on ramasse plus ton lait. Les menaces sont très énormes. On a des Damoclès sur les difficultés de production laitière. On a quand même 50% des éleveurs laitiers qui ont plus de 55 ans. Leur renouvellement il va être très problématique. La reprise des outils de production ça va être très problématique. Enfin, il y a tous ces enjeux-là aussi à prendre en considération. J'ai vu que Macron avait annoncé, ou Attal avait annoncé, de répertorier département par département les fermes en difficulté. Moi,
Circo, donc le nord de la Seine-Maritime, 30 ateliers laitiers ont fermé ces 12 derniers mois. Et les indicateurs de fragilité avec notamment Solidarité Paysan, ça explose. Ça serait bien, je vous glisse ça, qu'on puisse aussi avoir des diagnostics portés par vous pour qu'on les confronte aux diagnostics que les services de l'État vont devoir nous montrer. Parce que moi, je vais aller voir mon préfet en disant alors, où sont les agriculteurs en difficulté, qui sont-ils, quelles sont les difficultés, mais qu'on ait un diagnostic croisé avec vous et vos partenaires, moi je vais le demander aux autres. Mais il faut leur demander des comptes là-dessus, tu vois, parce que Solidarité Paysan, c'est une bonne porte pour savoir ça. Moi, je les ai nous, on va avoir du mal, on connaît des gens comme ça. Ce qu'on va avoir accès, nous, c'est la même information, c'est quand ce sera construit là au niveau du département par les préfets ou les DDT, cette info-là, on ira comme syndicat. Avant, on va avoir du mal à avoir plus d'infos. Enfin, on a aussi des petits moyens, quoi. On a ton préfet rapidement. Quels sont les agriculteurs en difficulté, l'adresse. Et là, le maire a fait des annonces ce matin, je ne sais pas si vous avez vu là sur ces questions de l'aide à la trésorerie dont il parlait. Oui. Mais en fait, c'est des annonces qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'il a négocié avec les banques, il a négocié avec les banques pour une année blanche pour ceux en difficulté, du report d'annuité sur 3 ans. Enfin, c'est des outils qu'on connaît déjà. C'est pas des réponses structurelles. Oui. C'est de l'endettement. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Vas-y. Elle a un truc à dire sur la loi. Vas-y. Au niveau de la LOA, là, il y a quelques mois en arrière, là, il était question de faire entrer la notion de souveraineté alimentaire dans le programme. A priori, il y a eu une reculade. Et maintenant, ils parlent moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils parlent de souveraineté agricole. Et par ce moyen-là, je crois qu'ils vont essayer de faire rentrer toute la problématique de l'énergie, la production d'énergie sur les terres agricoles, avec l'agrivoltaïsme, la méthanisation. Parce que plus ça va, plus on a tendance à dire aux paysans, écoutez, l'alimentation, ça ne rapporte pas, allez donc faire de l'énergie, parce qu'il nous faut beaucoup d'énergie pour les énergies renouvelables. Et là, on est en train de tromper une fois de plus les paysans et de nous enlever cette production alimentaire. Et là, j'ai bien peur que dans la LOA, cette problématique elle revienne en fond. Voilà. C'est pas notre vocation de faire de l'énergie. C'est sûr que comme ils renoncent, moi je le dis, en 2017 j'ai fait campagne en disant qu'il fallait relever la part du budget de l'alimentation dans les ménages, pour les ménages. Et ce qui n'était pas forcément populaire a priori, en ajoutant tout de suite que ce qu'il fallait diminuer, c'était la part du logement dans le budget des ménages. Ce qui bouge le budget des ménages. Quand on parle pouvoir d'achat, aujourd'hui on doit parler logement, c'est ça qui est. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on a même une agriculture qui est hyper subventionnée. Donc c'est comment on sort de... Alors ça y est, je fais un autre truc, mais c'est comment on sort de la subvention généralisée, parce que la prime d'activité c'est la subvention au salaire. On est dans un... Là, tu as des subventions pour le logement, tu as des subventions tous azimuts. Et en fait, ça produit quelque chose sur les gens qui se disent mais bon sang, on a plus de 50% de taux de prélèvement obligatoire et tu as pourtant l'hôpital qui va mal, l'école qui va mal et tout ça. Pourquoi? Parce que l'essentiel du budget, le premier budget de l'État aujourd'hui, c'est le budget d'aide aux entreprises. C'est 30% du budget de l'État. Toutes les niches fiscales et tout ça, c'est 30% du budget de l'État. Donc c'est au-dessus du budget de l'éducation nationale, c'est au-dessus du budget de la justice, c'est au-dessus du budget des armées. Et donc il y a quand même une question à se poser sur comment on fait pour désubventionner un certain nombre de... Alors après, moi je vais revenir à l'agriculture, qu'il y ait des subventions, des soutiens à l'agriculture, on ne va pas en rougir. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas, enfin si elles sont sûrement cohérentes avec un projet politique qui n'est pas celui qu'on porte. Qu'il y ait des subventions fortes pour accompagner de façon déterminée l'évolution de l'agriculture par rapport au changement climatique, par rapport à nourrir son territoire, remettre de l'élevage de nappe, des fruits et légumes, surtout s'adapter au changement climatique, faire de la transition. Ça, je pense qu'il n'y a pas à rougir d'une politique, mais des soutiens financiers qui vont dans ce sens-là, effectivement. Oui, mais donc là, pour l'instant, on est dans un arrosage qui ne dit pas quel est le but, à part produire, sans dire quoi. Et même la PAC, elle s'appelle le premier pilier soutien au revenu, c'est faux. Ça s'appelle comme ça, mais c'est pas ce qui se passe, parce que ça arrose des hectares, c'est pas du soutien au revenu, c'est un plus pour certains très grandes fermes qui vont bien, et il n'y a pas de soutien au revenu. Mais en plus, elle est captée par l'agro-business. Une partie, elle est captée par l'agro-business, que c'est de l'argent qui est donné aux agriculteurs, mais qui est récupéré par l'aval. Donc ça, il ne faut pas se mentir non plus, quoi. Donc c'est directement de l'argent donné aussi au capitalisme, quelque part. Donc ça, ce qu'il faut donner, c'est de l'argent aux paysans pour leur donner les moyens de réorienter aussi leurs pratiques et leurs modèles
faire face à la transition agroécologique. Enfin, nous, on a besoin de s'adapter ou de moins d'avoir des outils. Ouais. Parce que là, on prend cher quand même. Et d'ailleurs, la question c'est comment on fait pour passer d'un État qui contrôle et qui sanctionne à un État qui conseille et qui accompagne. Parce que la critique sur les normes, en tout cas sur la manière dont elle est mise en place. La manière dont elles sont appliquées. On peut pas jeter toutes, enfin nous on n'est pas d'accord à jeter toutes les normes à la poubelle. Mais ceci, ça pose problème. La manière dont... Non, mais sur les normes, je vois quand même. Il y a une norme qui a été beaucoup mise en avant, c'est sur les 14 de fossé, mais les 14 mesures sur les haies. Enfin, il y a eu quand même un effet de diversion par la FNSEA sur les normes et ce que subissent les paysans dans les campagnes. Sur les haies particulièrement, déjà, il n'y a aucun agriculteur qui subit 14 mesures sur sa ferme. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un mensonge. Et par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a des normes, par exemple, sur le couper à quelle date, couper les branches et tout ça. Mais enfin, honnêtement, qui est contractualisé, enfin, qui reçoit une amende pour ça? Sur la part de l'administratif dans la journée de l'agriculteur. C'est vrai, mais je finis sur la haie. Nous, ce qu'on voit dans la pratique sur le terrain, c'est que beaucoup d'agriculteurs ont rasé les haies pour aller vers du productivisme, et ça, personne n'en dit rien. Nous, ce qu'on veut, c'est sacraliser les haies. On en a besoin des haies. Donc ça, c'est une grosse diversion de la FNSEA quand même. On n'est pas contre la simplification, mais les normes, on les subit, mais c'est pas non plus... Je n'ai pas le témoignage, mais moi j'étais à Rennes, enfin c'est pas à Rennes, c'était dans un bled, dire le nom du bled, il y a la semaine dernière, il y a un agriculteur de la Conve qui est venu raconter tous ces contrôles, ce que j'entends par chez moi aussi, qui est venu raconter tous ces contrôles, la manière dont ils étaient mis en œuvre et tout ça. Bon, tu dis à un moment, il y a de quoi en avoir plein. Ah oui, bien sûr. Ça existe. Mais je le dis parce que si jamais nous on l'endosse pas, il faut l'endosser. Je pense qu'il faut l'endosser. Il faut l'endosser pour pouvoir faire le tri à l'intérieur de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais si on ne l'endosse pas, on laisse pourrir un truc en faisant comme si ça n'existait pas, alors que ça pèse sur les gens. Mais tu vois, même tu vois des assistantes maternelles, je change de secteur, mais un secteur que je connais bien aussi, tu vas voir des assistantes maternelles, et ben, la PMI, elle ne vient pas pour les accompagner dans leurs projets et tout ça, elle vient pour regarder le nombre de mètres carrés, le machin, le truc, le bidule, et pas pour dire, bon, on vient vous conseiller, vous aider, tu vois, il y a une manière d'appréhender les choses qui fait que... Y compris que je pense qu'il faut développer l'idée qu'en affaiblissant les services publics, en siphonnant les services publics, ben, ils ont vidé les missions de conseil et d'accompagnement en les transformant en tuteurs. Parce que les mecs... c'est une souffrance, y compris pour les agents concernés. Mais bien sûr, alors faire en sorte qu'on ne s'oppose pas. Enfin, là, nous, on a été interpellés par les services de l'État et les contrôleurs. Nous, il faut qu'on dise ça, parce que quand tu rabougris les services de l'État, les sous-préfs, les DDTM, les DREAL, eh bien, la mission, c'est une mission de contrôle strict. Il y a une confusion entre plusieurs sujets. La simplification administrative, des normes à adapter ou à dissoudre, et des questions de conditions d'accès à des aides publiques. C'est pas rien sur la PAC. Hein. Et là, on vient non, mais la conditionnalité de la PAC. Nous, il y a la plupart des mesures, on y est très favorable. Il y en a ici là, qui a écrit la BCE 6 d'ailleurs, sur le plan que c'est hyper technique. Mais ça ne nous choque pas que quand on bénéficie de subventions qui peuvent être colossales sur une ferme de la PAC, on dise oui, mais d'accord, mais si tu fais de la rotation des cultures, c'est pas choquant. Si elle est bien construite, la mesure. C'est aussi une orientation de l'agriculture, c'est quand même des bénéficiaires de subventions publiques. Alors c'est toute une question d'équilibre, mais là ce qui est en train de se passer, c'est que tout a sauté, la conditionnalité. Il y en a 10, il y en a 6 ou 7 là, qui viennent de disparaître. Et du coup, voilà, vous êtes en situation de nous faire le bilan de ce qui a été sauté là. Oui, le phénomène ce matin, là, 1, 6, 7, 8, 10. Sur la simplification administrative, on est quand même la complexité administrative, elle évacue aussi de l'accès aux aides une grande partie des petits paysans et elle limite aussi la complexité sur les fermes. Enfin, je vais prendre un exemple très simple sur la déclaration PAC. C'est un casse-tête chinois la déclaration PAC. Déjà, là c'est très difficile de le faire en tant que paysan, donc ça oblige à avoir un accompagnement, ce qui n'est pas forcément accessible par tous. Et en plus de quoi, si tu veux faire beaucoup de rotation sur ta ferme, ça fait beaucoup de déclarations. C'est hyper compliqué. Donc tu as intérêt de faire de la grande culture monolithique et puis une seule parcelle. Une seule parcelle. Moi je fais du maraîchage et ma femme au bout d'un moment, celle qui fait la déclaration, elle me dit arrête, 3 par an. Parce que là tu me mets des trucs partout et j'arrive pas à faire la déclaration. Donc, pour la tempête Siran, on a vu aussi en condensé toutes les problématiques qui sont accélérées aussi bien pour les petits maraîchers du coup, que pour les
l'État qui demandait d'un coup, il demandait tout un tas de simplifications. On dit bah ouais, mais à un moment, tu vois, c'est aussi aux fonctionnaires de pouvoir faire le boulot. C'est pas à nous de faire, tu vois. Et, ils sont compliqués quand même. Et il regrettait que Macron soit venu dans le Finistère parce que en fait, c'était beaucoup trop le bordel pour les fonctionnaires. Enfin, ils étaient obligés de répondre à cette demande et en fait, ils n'ont pas fait pour. L'expérience, il faudra avoir dans la durée. Hein. Ce que ça donne, quoi. Oui. Parce que simplification sans moyens, ça peut aboutir à des complexifications technocratiques majeures. Et puis la complexité, c'est aussi souvent de pouvoir détourner des règles qui à la base sont simples. De dérogation en dérogation, en fait, on détourne des règles qui étaient faites, qui étaient cohérentes. Oui, c'est ce que je voulais dire, moi. Et souvent, c'est aussi le problème, c'est que les règles au départ, elles ne sont pas forcément complètement idiotes, très compliquées. Et puis derrière, pour les citer, la FNSEA détricote tout parce qu'il y a les maïsiculteurs du Sud, il ne faut pas qu'ils aient à faire plusieurs cultures, les machins là. Et en fait, à chaque fois, on empile les dérogations. Et en fait, c'est presque le syndicat majoritaire qui a complexifié pour satisfaire tout le monde, et en fait, personne ne veut circuler. Je pense qu'il y a une part de la faute du syndicat majoritaire. Après, c'était quand même. L'État se débrouille bien tout seul, je pense, quand même. Entre l'État et l'Europe, D'accord. déjà, eux deux, ils doivent y arriver, quand même. Mais après, c'était quand même le cœur du Mais sujet. c'est pas la peine d'en mettre une couche. Le cœur du sujet de la crise agricole, c'était quand même le revenu. Ah oui, c'est ça. Non, c'est bon, ça va, j'ai Cela dit, moi, si je peux me permettre ce conseil d'amis sur ce qu'on sent ça monter dans le conflit entre les deux. Oui, c'est ça. Il y a tellement d'agriculteurs qui sont orphelins et qui sont nulle part qu'il faut plus s'adresser à eux que s'y être défoncé les autres. Ça conduit à des drames, hein. Les histoires de normes et de contrôle. CSPP, vous savez ce que c'est ça? DDGG, CCRF, ASP, DDTM, contrôle PAC, contrôle d'identité bovine, bilan sanitaire d'élevage, contrôle bio, contrôle MAEC. As-tu bien télédéclaré ta déclaration de flux d'azote? Peux-tu fournir ton attestation de formation MAEC, ton certophyto, cahier de ferti, comptabilité matière, PPF? C'est vrai que quand tu fais la liste de ça, tu dis c'est dingue, quoi. Oui. Non Oui. Et encore, il n'a pas terminé la liste, c'est ça que tu veux? On les connaît tous, ceux-là. On les connaît tous. Oui, parce qu'on le fait tous sur nos fermes. C'est dingue. Et on le croisait en disant pour nous, je ne peux pas contrôler. Mais c'est ça, ouais. Mais c'est vrai, même des gens hyper aguerris. Mais moi, quand il y a un contrôle sur ma ferme, je sais que je vais m'en sortir. Mais ça te met une petite pression là. Et pourtant, je suis aguerri sur la PAC et tout, solide. Mais ça. Et on le vit tous comme si on est des mauvais élèves et que machin, il y a tellement de trucs et bon, ça finit toujours par bien se passer, enfin, pas pour tout le monde. Mais c'est insupportable. Ça conduit à des humiliations permanentes. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Exactement. Nous nous déplaçons dans un labyrinthe carcéral où on doit vider nos poches et enlever notre ceinture à chaque changement de paddock. C'est pas mal. J'ai trouvé bon le mec. C'est pour ça que j'ai fait transcrire la vidéo qu'il avait parce que j'ai trouvé pas mal le mec. Un paysan de la Coupe qui a intervenu la semaine dernière à Rennes. C'est la FNSEA qui a construit toutes ces règles aussi, qui ont aussi empêché le plein air. Quand même, hein. Le plein air. Mais je ne doute pas qu'il y ait une formation sur la FNSEA en arrivant à la Coupe. Mais même ça, c'est du vécu. C'est du vécu. On peut pas évacuer. Quand il a commencé les négociations, pas qu'avec moi. On peut pas évacuer le fait que depuis 50 ans, la FNSEA co-gère la. Est-ce que vous pensez que ça va changer après la crise? Alors j'arrive au sujet qu'on voulait porter là, justement. Du coup, ça va être la révolution. Enfin, ça nous semble indispensable. Nous, on avait préparé ce salon en voulant travailler, on a préparé en je sais pas, novembre-décembre, en voulant pointer la question de la gouvernance du monde agricole. Que là où on en est aujourd'hui, et on ne savait pas complètement que ça allait péter à ce point en janvier-février, enfin, en fait, on ne voyait pas, que ce rouleau compresseur de l'agroindustrie, des politiques néolibérales, il est aussi grandement facilité. Alors je ne sais pas qui est de la poule et de l'œuf, mais bon, cette collusion très forte d'un syndicat majoritaire complètement aux prises avec les intérêts de l'agro-industrie et de l'export, et comme ça là, avec le gouvernement, et dont on n'arrive pas à se défaire parce qu'il y a le pluralisme syndical, 81 seulement, jusque-là syndicat unique, la FNSEA. 80 et des difficultés majeures à exister, le piétinement
de l'expression du vote des agriculteurs aux élections professionnelles, avec un secrétaire, voilà, une liste à 5 qui gagne 50%, qui prend la moitié des sièges et la proportionnelle sur 50%. Et c'est un avenant surtout. Ça existe dans les SAFER, ça existe dans les lycées agricoles, ça existe à la MSA, ça existe partout. C'est décliné partout. Et je te dis entre parenthèses, c'est le mode de scrutin des municipales. Oui, je sais, mais attendez, c'est pas une collectivité. Non, mais je dis pas que c'est juste. Je dis pas que c'est juste. Salariés. Non, mais je dis pas que c'est juste. Non, mais cet argument, je l'ai beaucoup entendu. L'argumentation qu'il nous lance, c'est celui-là. Je l'ai beaucoup entendu.